Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Pierre de Coubertin voulait séparer le sport et la politique. Or, s'il y a bien des Jeux Olympiques qui n'ont pas respecté cette promesse, ce sont ceux de Berlin en 1936. Le Comité international olympique avait décidé dès 1931 que les JO, 5 ans plus tard, auraient lieu en Allemagne. C'est donc la République de Weimar, et non le régime nazi, qui avait obtenu d'organiser l'événement. Mais Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933. Dans l'esprit du Führer, le sport est un instrument pour embrigader la jeunesse et former l'homme nouveau. Et il réalise le bénéfice qu'il peut tirer de l'organisation des Jeux Olympiques. La compétition sportive va être l'objet d'une immense opération de propagande orchestrée par Goebbels. Le nazisme va utiliser les Jeux Olympiques pour se présenter au monde comme l'artisan du renouveau de l'Allemagne. Il veut mettre en scène le plein emploi, l'ordre, l'efficacité collective, l'unanimité du pays derrière son chef. Et le régime hitlérien va aussi tout faire pour convaincre de son attachement à la paix. Un chantier colossal s'ouvre à Berlin pour construire le stade olympique. Albert Speer, l'architecte favori d'Hitler, participe à sa conception. À l'époque, la persécution des opposants et des Juifs en Allemagne est connue. Dans plusieurs pays, des interrogations morales apparaissent. Des appels au boycott sont lancés, en France ou aux États-Unis par exemple. Pourtant, ils ont peu d'écho. Des protestataires préparent bien des contre-Jeux olympiques à Barcelone, mais la guerre civile éclatera bientôt en Espagne et stoppera le projet. Du reste, Coubertin lui-même, qui ne préside plus le CIO, sollicité par les autorités allemandes, apporte la caution de son prestige aux Jeux olympiques de Berlin. Et l'été 1936 arrive. Le régime nazi accueille le monde et s'emploie à faire sur les visiteurs une excellente impression. Partout, les étrangers sont accueillis avec politesse et empressement. Les manifestations extérieures de la politique antisémite ont été effacées le temps des Jeux. Les spectateurs viennent aussi de toute l'Allemagne. Et du côté des sportifs, près de 50 équipes nationales ont répondu à l'appel. Le seul absent est l'Union soviétique. Mais à l'époque, le régime des soviets ne participe jamais aux Jeux olympiques. La cérémonie d'ouverture a lieu le 1er août 1936 devant 100 000 spectateurs. Le drapeau olympique flotte à côté de celui à croix gammée. Hitler préside, flanqué des dirigeants du CIO. Le Zeppelin Hindenburg, un dirigeable fameux, évolue dans le ciel au-dessus de la foule. 3 000 à 4 000 hommes et femmes défilent dans le stade derrière leurs drapeaux respectifs. Les sportifs français sont ovationnés par les spectateurs allemands comme aucune autre équipe ne l'est. Les Français font le salut olympique et les spectateurs prennent ce geste pour le salut nazi, donc une reconnaissance du régime. Mais d'après de nombreux témoins, la foule, en faisant un triomphe à l'ennemi de 14-18, veut aussi, tout simplement, exprimer son désir de paix. On lâche ensuite 1 millier de colombes. Les chœurs olympiques que Richard Strauss a composés pour l'événement retentissent. Et une immense chorégraphie clôt la cérémonie. Puis, les jours suivants, les épreuves commencent. Elles sont retransmises dans le monde entier par une masse de journalistes accrédités.
Dans les grandes artères de Berlin, on a installé des haut-parleurs pour permettre aux badauds de suivre le commentaire radiophonique en direct, précise Jérôme Prieur. L'athlète américain noir Jesse Owens remporte 4 médailles d'or, 100 mètres, 200 mètres, relais 4 fois 100 mètres et saut en longueur. Les dignitaires nazis qui assistent à son triomphe sont ulcérés. Mais le rival allemand de Jesse Owens, l'athlète Lutz Long, lui, se montre beau joueur et fraternel. De son côté, la cinéaste préférée d'Hitler, Leni Riefenstahl, jeune, ambitieuse, talentueuse, tourne un film sur les JO avec des moyens colossaux. Il sera prêt en mars 1938 pour l'anniversaire du Führer. Son nom en français, Dieu du stade. Une scène montre une statue célèbre de l'Antiquité grecque symbolisant l'athlète parfait, on l'appelle le discobole de Miron, qui s'anime soudain et prend les traits d'un athlète allemand fameux dans les années 30. Le film de Riefenstahl est un chef-d'œuvre de propagande. Il magnifie et exalte le corps de tous les sportifs, y compris Jesse Owens ou le Coréen Nishida, forcé de concourir dans l'équipe japonaise car son pays avait été annexé par le Japon. Mais dans ce film, les Allemands semblent aussi être des rouages au service de la collectivité, de l'État, du régime. Au total, les Jeux Olympiques de Berlin sont un triomphe pour Hitler. Ces athlètes ont obtenu 33 médailles d'or. Surtout, le nazisme donne l'impression d'avoir redonné aux pays vaincus de 1918 force et fierté collective. Et l'on se demande aujourd'hui, en les regardant, si ces JO de 1936, censés célébrer la paix, n'ont pas préparé la guerre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.